Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Selon une étude publiée par Sciences & No en 2024, 13% de la population belge présente une suspicion de troubles du comportement alimentaire. Un chiffre plus élevé encore pour les adolescentes. En région bruxelloise, l'hôpital universitaire de Bruxelles vient d'être désigné comme centre de référence dans la prise en charge de cette maladie. Alors, comment l'appréhender, cette maladie, la comprendre, en venir à bout? On en parle ce soir avec nos invités. Voilà des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Judith Dereau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre et responsable médical de ce centre de référence qui est donc spécialisé dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire à l'HUB. Merci d'être avec nous. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Charlotte Dupont, bonsoir. Vous êtes, vous, diététicienne à l'HUB et spécialisée donc dans les TCA, on les appelle comme ça, les troubles du comportement alimentaire. Première question pour vous, Judith Dereau. Ces chiffres de Sciences & No, 13% de la population belge présente une suspicion de TCA, troubles du comportement alimentaire. Une prévalence plus marquée aussi à Bruxelles, puisque c'est 18%. Alors, c'est des chiffres qui peuvent étonner. Comment les analysez-vous ? Alors, je pense que c'est une enquête qui a été réalisée par téléphone sur un échantillon de la population belge et que ces chiffres représentent une réponse à une question par rapport à la souffrance et en tout cas à la perception des personnes par rapport à leur rapport à l'alimentation et pas tant sur un diagnostic posé par un médecin, comme effectivement il est prévu dans la prise en charge et la convention des troubles des conduites alimentaires. Ça veut dire que c'est donc suspicion de troubles du TCA, ça ne veut pas dire forcément qu'on développe une maladie. À partir de quand est-ce qu'on estime qu'on développe une maladie comme l'anorexie ou la boulimie? À partir de quand en fait? Alors pour ces 2 voire 3 diagnostics, donc anorexie, boulimie et hyperphagique. Donc hyperphagique, ça veut dire? L'hyperphagie, ce sont des crises de boulimie, donc vraiment des crises avec un début, un milieu et une fin. Ce n'est pas juste manger excessivement, c'est vraiment, il y a la dimension de crise qui est présente. Et par rapport à la boulimie, il n'y a pas de moyens compensatoires. Donc dans la boulimie, les personnes vont faire des crises et manger des quantités très importantes de nourriture et puis vont avoir des conduites purgatives, comme on dit, c'est-à-dire vomissement, hyperactivité, une restriction qui suit. Ce qui n'est pas le cas dans l'hyperphagie. Oui, et donc la maladie, alors à partir de quand est-ce qu'on considère un patient ou une patiente comme malade? Alors ça, c'est vraiment là, on laisse un médecin poser un diagnostic médical selon certains critères. Oui. Des critères avec une évaluation clinique et physique. Et les critères, c'est, si on peut les résumer? Alors, au niveau de l'anorexie, très classiquement, on parle des 3 A, c'est-à-dire une anorexie, une perte d'appétit, un amaigrissement et une aménorrhée, une perte des règles pour les patientes pubères. Dans la boulimie, il faut cette notion de crise. La notion de poids n'est pas toujours présente, c'est-à-dire que certaines vont présenter un amaigrissement et d'autres vont continuer à avoir un poids tout à fait normal. Il y a aussi bien sûr tout l'examen clinique avec aussi une prise de sang. Et la prise de sang va donner des indicateurs par rapport à l'état physique aussi. Ouais. Alors Charlotte, donc par rapport à ça, alors vous êtes diététicienne, donc finalement vous essayez d'éduquer à la nourriture saine. Alors pour une prise en charge d'un trouble du comportement alimentaire, j'imagine que c'est spécifique et c'est bien une approche pluridisciplinaire. Bien sûr. En fait, donc, quand le médecin a posé un diagnostic de trouble alimentaire, on va vraiment faire une anamnèse hyper précise sur les habitudes alimentaires, le comportement alimentaire, comment ça se passe à la maison au niveau des repas. Et donc on va remettre réellement une structure alimentaire en fonction évidemment de la pathologie, parce qu'on ne va pas traiter l'anorexie mentale de la même façon qu'on va traiter un patient qui souffre de boulimie ou d'hyperphagie. Donc c'est vraiment hyper précis notre prise en charge. Oui, alors on parle d'une maladie qui touche plus les adolescentes, ça reste une vérité aujourd'hui? Tout à fait. Ouais. Ça reste un moment de la vie où il se passe beaucoup de choses, où ça demande aux jeunes de devoir se repositionner par rapport à toute une série de choses, de ses habitudes qu'il avait dans l'enfance, et la puberté arrive, l'adolescence arrive, et par rapport à toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à un moment donné, un trouble alimentaire, c'est une réponse en fait. Ça, le message qui est important, c'est de dire, on parle souvent de problèmes alimentaires, et dans une certaine idée de la prise en charge, c'est se dire en fait, c'est une solution que le jeune a trouvée, et évidemment cette solution devrait être la plus temporaire possible. C'est pour ça qu'on doit essayer d'offrir des soins rapidement pour permettre à cette personne que cette solution ne s'installe pas par rapport à toute une série d'inquiétudes, par
par rapport à des manques de confiance, par rapport à des difficultés relationnelles. Tout ça arrive en réponse à ces difficultés-là. Et donc la prise en charge, on essaye qu'elle se fasse rapidement pour permettre que cette solution ne s'installe pas dans la durée. Oui, et finalement, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est une peur ou un dégoût de la nourriture? Dans le cas de l'anorexie mentale, oui, c'est réellement une peur intense de prendre du poids. C'est la peur de devenir gros. Et donc, il y a des aliments parfois qui sont interdits par le jeûne. Et donc, oui, notre prise en charge est vraiment, en tant que diététicienne, de réintroduire quand il y a des aliments interdits, d'éduquer au niveau nutritionnel pourquoi on mange des féculents, pourquoi c'est important de manger des matières grasses, pourquoi on doit manger des protéines. Donc, c'est vraiment une éducation autour de l'alimentation et donc d'essayer que le jeune ait une relation plus sereine avec la nourriture et en fait ait moins peur de s'alimenter. On en parlera en détail dans un instant, mais on a beaucoup parlé de cette maladie lors de la crise du Covid, où il y a eu de nombreux cas qui sont apparus. C'était le cas en 2021 dans ce reportage qu'on avait réalisé à l'époque à l'UZ de Bruxelles. Je vous propose d'en regarder un extrait et on en parle juste après. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Tout à coup, il y a eu ce confinement. Tout le monde a dû rester enfermé chez soi et donc on n'a plus ce régulateur social. Nous n'avons plus d'autres activités non plus. L'école s'était tout de suite arrêtée aussi pour les jeunes. On est enfermé chez soi, on est chez soi, on n'est plus qu'avec ses parents. Et donc, mais le Covid n'a plus permis d'être dans cette diversité. Et donc, a créé chez certaines personnes le fait de tout de suite se concentrer plus sur le poids, de pouvoir trouver un certain sentiment de bien-être, de plaisir, parce que notre société aussi nous pousse un peu à... C'est important de manger sainement. Et donc, elles se sont très vite perdues là-dedans. Les demandes d'admission pour anorexie mentale ont augmenté de façon exponentielle à l'UZ Bruxelles. L'hôpital a donc triplé sa capacité d'accueil pour passer à 9 lits pour une période de 6 mois. Mais cela ne semble pas suffisant, la liste d'attente s'étant déjà allongée à 5 patients, une attente qui peut avoir des conséquences très graves. Chez certaines jeunes filles, un arrêt de la puberté, ou un ralentissement de la puberté, en fait, donc aussi un arrêt des aménorrhées, ça peut avoir des conséquences à vie aussi. Certaines de ces jeunes filles n'auront peut-être jamais d'enfants plus tard. Ça a aussi des effets sur le côté organique. Manger très peu de calories va faire aussi en sorte que ces jeunes filles vont avoir des problèmes cardiaques. Voilà, Judith Dereau, donc c'était une situation critique pendant cette période du Covid. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Est-ce que les hospitalisations sont toujours aussi nombreuses? Et est-ce qu'il y a des listes d'attente? Alors, il reste des listes d'attente et de demandes d'hospitalisation où effectivement il n'y a pas de possibilité tout de suite. Mais maintenant, les soins ont été organisés quand même de manière à ce que les patients puissent être pris en charge plus rapidement et avec des alternatives ambulatoires qui n'existaient pas avant. Donc ça veut dire quoi? Que c'est plutôt le médecin traitant qui va pouvoir proposer une prise en charge? Alors effectivement, depuis début 2024, il y a ce qu'on appelle un trajet de soins qui permet que le médecin traitant, une fois qu'il a posé le diagnostic, puisse proposer aux patients des séances de psychologie et des séances diététiques qui sont totalement prises en charge, sur un certain nombre pour l'année. Il y a un deuxième niveau qui va commencer là maintenant, qui va permettre que des patients puissent être pris en charge en temps partiel, en alternative de l'hospitalisation. Avant, il y avait vraiment soit consultation, soit directement l'hospitalisation. Et maintenant, on va se développer cette prise en charge à temps partiel et ce sera proposé dans chaque région différente de Belgique. Oui, et donc c'est grâce ou à cause du Covid qu'on a pris conscience de l'intérêt de développer ce trajet de soins? Alors ça, c'était une des choses positives du Covid, effectivement. C'est que ça a accéléré, en tout cas, une réponse à la demande qui était beaucoup plus importante que l'offre de soins. Oui, alors vous, Charlotte, quand vous voyez les patients, c'est un stade vraiment déjà grave alors de la maladie. Parce que ça nécessite une hospitalisation. C'est ça. Quand on reçoit les patients hospitalisés, en général, c'est quand le suivi ambulatoire n'était pas suffisant parce que la maladie a trop progressé pour pouvoir prendre en charge le patient en ambulatoire, ou alors tout simplement parce qu'il y a des critères de gravité qui doivent être pris en hospitalisation et donc le suivi hors milieu hospitalier n'est pas possible. Oui. Et par rapport à ce rapport que ces jeunes filles, puisqu'il s'agit essentiellement de jeunes filles, ont par rapport à la nourriture, comment finalement faites-vous pour que ce rapport change ?
C'est pas si facile que ça. J'imagine. Ça prend longtemps. Voilà, c'est vraiment. C'est pour ça que le trajet de soins a été mis en place, notamment en ambulatoire. C'est 15 séances diététiques entièrement remboursées. Donc, on voit bien qu'en une séance, on ne va pas savoir faire grand-chose. Que le trajet de soins est là pour dire voilà, c'est un long processus. Et donc, il faudra venir régulièrement chez la diététicienne pour pouvoir améliorer ce rapport à l'alimentation. Et donc, oui, c'est beaucoup de psychoéducation en fait autour de l'alimentation. Et comme je disais précédemment, c'est vraiment la réintroduction de certains aliments. C'est un travail en collaboration aussi avec la psychologue en ambulatoire, avec la pédopsychiatre, avec le médecin traitant. Donc oui, c'est un long processus et beaucoup de psychoéducation derrière. Oui, C'est important, effectivement, d'insister sur cette dimension multidisciplinaire. Oui. Et que le trajet de soins, au départ, avec 3 intervenants, généralistes, psychologues, diététiciennes, disons que c'est pour les situations simples. Quand on arrive à des situations déjà un petit peu plus complexes, on va ajouter des intervenants. Et de vraiment faire passer le message qu'on ne prend jamais en charge seul. Il faut toujours être une équipe multidisciplinaire. Et donc, en plus de psychologues, diététiciennes, médecins généralistes, il y a effectivement quand même régulièrement un pédopsychiatre. Il peut y avoir un psychologue qui voit seul le patient, un psychologue qui voit la famille. Il peut y avoir l'intervention d'une kiné aussi qui va travailler plutôt dans un second temps sur toute l'image du corps. Et donc effectivement, par rapport au travail de Charlotte, il y a aussi tous les autres intervenants et c'est un travail qui va s'articuler au fur et à mesure entre différentes interventions. Oui, on parle de psychoéducation, donc ça c'est un maillon essentiel, on imagine, dans la prise en charge. C'est un des maillons, oui. Tout à fait. Oui, mais il y a aussi tout le travail psychologique qui doit se faire et qui est un travail à ce moment-là qui est au-delà de la psychoéducation. Oui. Alors justement, à partir de quand vous dites-vous, tiens, là, on a des signes que les choses sont en train de changer, c'est finalement que la patiente accepte la nourriture à nouveau ou certains types de nourriture? On va dire qu'on commence à voir que les choses avancent quand la patiente mange un petit peu plus qu'avant, quand on atteint quasiment ses besoins énergétiques, donc ça prend longtemps, mais donc quand il y a la réintroduction de certains aliments, quand il y a des quantités qui sont prises par la patiente plus importantes, quand la structure alimentaire est plus respectée. Donc par exemple, si on a des patientes parfois qui mangent qu'une fois par jour, si on arrive à leur faire réintroduire 2 repas, 3 repas, 4 repas, bah oui, on progresse. Pareil pour les quantités, pareil pour les aliments qui étaient interdits, qui sont réintroduits. Oui. Et donc il y a aussi un travail sur l'image du corps, j'imagine. C'est peut-être pas votre domaine, mais en tout cas c'est très important aussi. Oui, quoi. Oui, il y a évidemment un travail sur l'image du corps qui est souvent fait par la kiné ou par la psychologue en fonction de sa spécialité. Oui, on parle d'un temps long. Ça veut dire combien de temps, en fait, Judith Dereau? Alors, dans les situations complexes, ça peut prendre des années. Alors, effectivement, la question de la temporalité, c'est une dimension essentielle à évaluer, de se dire quand on décide d'une hospitalisation, où est-ce qu'on en est par rapport à ce qui a déjà été tenté, par rapport au risque qu'à un moment donné, les choses perdurent et se chronicisent. Voilà, toute cette dimension de temporalité, il faut l'évaluer, mais c'est vrai qu'il y a des patients qui sont pris en charge pendant plusieurs années. Oui, on a déjà entendu dire c'est une maladie dont on a beaucoup de mal à guérir et même on se dit quand est-ce qu'on est vraiment guéri en fait? Il y a certains, il y a des personnes qui vont, classiquement on dit, il y a un tiers des personnes qui vont aller très bien, il y a un tiers des personnes qui vont garder un certain rapport à l'alimentation avec certaines réticences, avec certaines peurs, mais qui vont quand même réussir à investir une vie, des activités, une famille, etc. Et puis il y a un tiers des personnes qui vont sans doute garder quand même des symptômes relativement importants. Oui, le rapport à la nourriture reste toujours compliqué pour ces personnes ou risque de rester compliqué? Oui, ça peut être compliqué, mais par contre, voilà, il y a aussi des patientes qui guérissent, et donc ça, il faut le rappeler que les troubles alimentaires peuvent totalement être guéris. Mais donc oui, il y a parfois des situations aussi où il y a des risques de rechute qui peuvent être possibles. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des professionnels qui sont là, notamment le médecin traitant, pour repérer des situations à risque. Oui, en fait, c'est vrai que c'est très compliqué même à poser un diagnostic pour certaines de ces patientes, pour certains de ces malades, parce que c'est vrai que la perte de poids ici dans la société, elle est plutôt valorisée. Tout à fait, c'est un des dangers que peuvent amener les réseaux sociaux aussi, c'est toute cette valorisation à un moment donné de la maigreur et de la minceur, là où effectivement chez des ados, elles n'ont pas tout à fait l'esprit critique ou sont dans une période telle de fragilité qu'elles vont absorber les messages de façon un peu trop importante en fait. Oui, et donc par rapport à ça, vous avez l'impression que cette influence des réseaux sociaux, elle est
toujours très présente aujourd'hui, et ça reste un facteur déterminant à un certain moment pour amener ces jeunes filles, ces jeunes femmes à maigrir. Alors c'est un des facteurs en fait, et donc il ne s'agit pas de diaboliser les réseaux sociaux tels quels, mais de se dire il est indispensable que chacun soit sensibilisé au risque que ça peut représenter et de pouvoir parler avec les jeunes de ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, de pouvoir penser au niveau aussi scolaire qui est toute une éducation par rapport à ces réseaux sociaux. Ouais, et donc cette image de la nourriture, elle est plutôt, pour ces jeunes femmes, c'est une image assez mauvaise qu'elles ont à la base de la nourriture et de ses effets sur leur corps. Je dirais pas mauvais, je dirais que c'est vraiment la maladie qui est présente et donc c'est vraiment une peur intense de prendre du poids et donc de s'alimenter. Ce sont des patientes qui quand même en général ont faim et donc... je dirais pas mauvaise. Ouais, mais par rapport à la faim, justement, puisque vous dites effectivement, quand on se prive de nourriture, forcément on a faim, c'est une chose qu'on parvient à gérer tout à fait correctement, ou en tout cas on a l'impression de savoir la gérer. En fait, quand il y a des patientes qui sont en grave état de dénutrition, les signaux de faim et de satiété sont altérés. Donc il y a des patientes qui ne ressentent plus la faim, qui ne ressentent pas la satiété. C'est vraiment un cas de dénutrition qui est extrême. Donc on ne prend pas en compte en fait, les signaux de faim et de satiété lors de la renutrition. Et donc, par rapport à ça, comme vous le disiez, c'est une éducation vraiment à refaire. On doit donner finalement le goût de la faim à ces personnes. En tout cas, il faut vraiment les accompagner lors des repas pour que les quantités soient augmentées et que leur cerveau soit renourri et que plus tard, évidemment, les sensations de faim et de satiété soient retrouvées. Oui, alors vous le disiez, hein, ça concerne plus les adolescentes que les adolescents. C'est vraiment pour une question d'image à un moment donné ? Pour une partie, oui. Et effectivement, on retrouve beaucoup plus de jeunes filles. Maintenant, il y a la question au niveau diagnostic de l'aménorrhée, qui est la perte de règles, qui n'existe pas chez les garçons. Et des garçons vont avoir parfois un rapport très marqué au niveau du sport, d'un exercice physique, etc. Et peut-être qu'ils arrivent moins en consultation, en fait. Oui. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, dans les écoles, dans les PMS, auprès des médecins traitants, c'est vraiment, on a une attention particulière par rapport à ça aujourd'hui? Alors ça a été vraiment la mission de ces équipes régionales, les équipes EMAS au niveau de chaque province, c'était d'essayer de sensibiliser un maximum les médecins traitants et les PMS. Et la première ligne non thérapeutique, c'est-à-dire les PMS, tout ce qui est école, de pouvoir les sensibiliser à pouvoir envoyer les patients consulter quand des questions se posaient. Oui, et donc par rapport à ça, est-ce que le milieu scolaire a aussi son importance? Parce que ça peut être à un certain moment une compétition pour perdre le plus de poids possible. Alors évidemment que le milieu scolaire a vraiment sa place et donc peut repérer en tout cas les premiers signes. Ça peut aussi être des visites médicales, il y en a régulièrement dans les écoles. Et donc un enfant ou un adolescent qui perd du poids, ce n'est pas normal. Et donc ça c'est le premier signe d'alerte. Et ensuite ce signe d'alerte doit être donné au médecin. Parce qu'en fait il faut aussi que le patient arrive chez le médecin pour pouvoir être pris en charge. Donc oui, évidemment que tout le monde a son rôle à jouer et l'école aussi. Oui, mais c'est ça qui est compliqué parce que quand une personne, par exemple, est un peu ronde, comme je le disais, sa perte de poids, elle va être, on va la féliciter en fait pour la perte de poids. Et donc ça situe toute la difficulté. C'est sûr. Vous avez entièrement raison et c'est des situations particulièrement compliquées. Quand il y avait certaines personnes qui présentaient un tout petit surpoids, elles sont dans un premier temps extrêmement valorisées dans leur perte. Et on sent bien qu'après, pouvoir les remobiliser et qu'elles ne se fixent pas autour de cette perte et de tout ce qu'elles ont reçu narcissiquement pour les valoriser, ça va être d'autant plus difficile à lâcher. Oui, alors j'avais lu une tribune que vous aviez faite il y a quelque temps dans la Libre Belgique où vous disiez interdisons les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. C'est votre expérience de pédopsychiatre dans ce domaine qui vous a fait écrire cette tribune? Tout à fait. C'est-à-dire que j'avais effectivement parlé de ça avec des jeunes et des jeunes qui elles-mêmes avaient été prises dans une utilisation extrêmement intense des réseaux sociaux et qui, avec le recul, se rendaient compte qu'elles n'avaient pas d'esprit critique et elles ne pouvaient pas suffisamment s'en distancier. Elles avaient conscience qu'elles étaient là en train de se faire du mal et de continuer. Elles n'arrivaient pas à s'en empêcher. Oui. Et donc par rapport à ça, vous avez l'impression que ce serait, bon, c'est difficile à mettre en place, hein, mais vous avez l'impression que ce serait salutaire à un certain moment. Alors j'ai réagi en fait parce que quelqu'un disait en fait ça sert à rien, ça ne fera que reculer le problème. Et moi je suis pas de cet avis. C'est-à-dire que je pense que dans le temps où si l'interdiction est faisable, ça pourrait être un temps où on discute
avec ces jeunes, où on les prépare en fait de ce dans quoi elles vont plonger. Oui, et même si on ne peut pas interdire les réseaux sociaux, vous avez l'impression que les parents doivent en parler avec les ados, même si ce n'est pas toujours simple. Hein. Absolument. Ouais. Tout à fait. Une première tribune que j'avais écrite de dire, je ne pense pas que les parents se rendent toujours compte des contenus en fait, et que les algorithmes sont quand même extrêmement faits pour capter à un moment donné. Et les jeunes sont très vite enfermés dans des contenus similaires et ils n'arrivent pas à demander l'aide à ce moment-là. Oui. Et vous avez l'impression, d'après votre expérience, que ce qu'elles peuvent voir sur les réseaux sociaux, ça a vraiment une très grande influence. Je suis vraiment d'accord avec le docteur Dereau. On conseille en fait la suppression des réseaux sociaux jusqu'à la guérison. Et en fait, le fait de remettre en place les réseaux sociaux, ça va aussi supprimer leur algorithme. Et donc, on va repartir sur un algorithme qui est plutôt sain. Parce que c'est vraiment des jeunes où quand on regarde, par exemple, leurs réseaux sociaux, il n'y a que des contenus nourriture. Et donc, ça, c'est quelque chose qui... Voilà, on reste dans un cercle vicieux. Oui, et vous avez vraiment l'impression que ça a une influence sur l'adolescente très forte? Oui. 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 On est dans quoi? On se compare, on se regarde. Exactement. Et les jeunes qui vont être touchés plus par des troubles des conduites alimentaires sont des jeunes qui ont une très faible estime d'elles-mêmes, qui sont avec une série de choses qui les angoissent. Et donc, face à ce manque de confiance et toutes ces angoisses qui arrivent, elles vont être beaucoup plus sensibles à toutes ces questions de comparaison et d'essayer à un moment donné de trouver des choses qui vont les rassurer. Et effectivement, rentrer dans un contrôle, que ce soit de l'alimentation, des calories, etc., c'est quelque chose qui peut être très rassurant, d'avoir l'impression d'avoir une prise sur quelque chose, sur leur poids, sur leur assiette, etc. Oui, c'est l'estime de soi et c'est aussi ne pas se voir comme on est, en fait, ou exagérer ses défauts, par exemple. Oui, il y a des patientes qui souffrent de dysmorphophobie, par exemple, où elles ne se voient pas réellement comme elles sont. Et c'est vrai que le fait de reprendre le contrôle sur l'alimentation, c'est quelque chose qui les rassure, parce que voilà, c'est elles qui gèrent. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye aussi de travailler avec elles, le contrôle sur la nourriture, les calories, les aliments, etc. Alors sans trop rentrer dans le poteau-poteau, maintenant on voit que la HUB donc, est centre de référence dans le domaine. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, ça ? Alors, ça va permettre de faire un travail qu'on pouvait déjà faire, c'est-à-dire une disponibilité pour les professionnels, pour vraiment les situations les plus complexes, mais on va aussi offrir un accueil thérapeutique à temps partiel qui, lui, n'existait pas auparavant, et développer aussi ce qu'on appelle la thérapie multifamiliale, et donc accueillir plusieurs familles en même temps pour un travail groupal avec plusieurs familles. Oui, alors justement, par rapport à ça, c'est vrai que normalement, enfin très souvent, quand on va voir un diététicien ou une diététicienne, c'est parce qu'on essaye de perdre du poids. Est-ce que dans votre profession, est-ce qu'on est assez sensibilisé au problème de l'anorexie mentale, par exemple? Pas assez. C'est pour ça qu'il y a très peu de diététiciens conventionnés ici à Bruxelles. On n'est que 6. Donc voilà, c'est très peu. Et donc on essaye en fait de sensibiliser d'autres diététiciens pour qu'on soit plus. Et donc la prise en charge ambulatoire soit évidemment plus importante pour éviter de devoir passer par l'hospitalisation. Oui, et donc qu'est-ce qu'il manque finalement? Parce que vous avez subi une formation spécifique. Qu'est-ce qu'il faudrait finalement pour qu'on soit plus sensibilisé, que les professionnels soient plus sensibilisés à cette problématique? Les professionnels ou que les diététiciens? Les diététiciens, oui. Je parle de votre profession. De manière générale. Je parle de votre profession. Voilà, je pense qu'il faut aussi un intérêt réellement pour les troubles alimentaires. Donc il faut vraiment être intéressé, vouloir le faire. C'est pas une prise en charge qui est facile. Et donc c'est aussi pour ça que le centre de référence est aussi là, et les réseaux de santé mentale, pour essayer de former les professionnels, de répondre à leurs questions, pour les aider au mieux en fait. Oui, alors on voit qu'il y a toute une série de choses qui sont mises en place pour éviter l'hospitalisation. Est-ce qu'il manque encore des choses aujourd'hui? Est-ce que les médecins généralistes sont assez formés ou alors pas du tout? Pas assez, vraiment pas assez. Et c'est vrai que les gens ont tendance à dire qu'il faut aller vers des gens spécialisés et il n'y a pas assez de personnes qui sont vraiment spécialisées. Et donc la formation, ça peut encore se développer beaucoup. Et comme dit Charlotte Dupont, il y a quand même toute la question de vouloir travailler et vouloir à un moment donné se spécialiser, parce que c'est un travail qui n'est pas évident, effectivement, et qu'on doit travailler au début avec beaucoup de refus de soins. Et donc c'est tout ce nouage d'arriver à ce que les personnes acceptent les soins qui parfois dit bon, moi j'ai pas tellement envie de travailler, je vais renvoyer vers des collègues en fait. Alors oui, dernière question pour des parents qui nous regardent maintenant, à quoi faut-il être attentif
si on suspecte un trouble du comportement alimentaire? Je pense que les parents, il y a des signaux d'alerte. Donc, par exemple, si un enfant perd du poids, si un enfant commence à se restreindre au niveau de l'alimentation, si on a un enfant qui fait beaucoup d'hyperactivité physique, si un enfant ne veut plus manger de sucre, ne veut plus manger de gras, on a une restriction alimentaire, des aliments qui deviennent Et donc, il ne interdits. faut pas être alarmiste, mais il faut faire attention à certains signes, quoi. Moi, je pense que c'est bien d'aller consulter le généraliste s'il y a la moindre question. Très bien. Merci en tout cas d'avoir partagé votre expérience avec nous sur ce plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.